Voilà bien le bonjour à tous, donc bienvenue donc pour ce nouveau cours sur l'histoire de l'art de la Renaissance. Alors donc pour rappel, donc on était au Quattrocento à Florence, hein, donc cette Renaissance florentine. On avait déjà eu l'occasion de voir Paolo Uccello et évidemment le grand Léonard de Vinci, mais on va quand même encore parler d'un troisième peintre extrêmement important, donc à Florence, à la même époque que Léonard de Vinci. Il s'agit de Sandro Botticelli. Alors donc voilà, donc Sandro Botticelli donc a réalisé des œuvres qui sont mondialement célèbres. Il faut savoir qu'il a suivi, donc il a été apprenti avec Léonard de Vinci dans l'atelier du maître Verrocchio, et ceci à Florence. Donc ils étaient copains, on va dire, ou collègues si vous préférez. Alors donc la première œuvre que je vais vous montrer, que je vais partager avec vous, ce n'est pas une œuvre de Botticelli, mais c'est une œuvre de Verrocchio, son maître. Alors voilà, je vous avais expliqué, souvenez-vous que bien souvent, donc, quand les jeunes gens donc, commençaient donc, à travailler avec un maître dans un atelier de peinture, bon, dans un premier temps, évidemment, ils étaient commis des tâches subalternes, nettoyage, s'occuper des pigments, de la couleur, ranger, hein, mais à un moment donné, donc, ils apprenaient progressivement, et puis à un moment donné, donc, le maître les laissait progressivement intervenir dans les toiles qui lui étaient commandé. Alors ici, justement, donc je prends ce Saint Jean-Baptiste de Verrocchio, attention, hein, où c'est justement le cas. En fait, Léonard de Vinci et Botticelli ont grandi, ils ont appris, et ils décident de leur permettre d'intervenir dans cette œuvre. Lui, évidemment, va s'occuper de la composition principale, donc des personnages principaux. Il s'agit évidemment de quoi? Du Saint Jean-Baptiste et de Jésus, donc qui ont été réalisés par Verrocchio. Donc je rappelle encore une fois, on voit Saint Jean-Baptiste donc symbolisé par la croix donc qu'il porte toujours. On avait vu ça dans la Vierge au rocher de Léonard de Vinci. Et donc par contre, donc il a demandé, hein, donc Verrocchio a demandé à Léonard de Vinci et à Botticelli de réaliser les petits anges que vous voyez là à la gauche de Jésus, les deux petits anges donc à genoux, et donc il y en a un qui a été réalisé par Léonard de Vinci, c'est celui qui est devant, et l'autre qui a été réalisé par Botticelli, c'est celui qui est derrière. Donc voilà, donc on voit un petit peu comment ils commencent à travailler, donc ils se connaissent tous les deux, et maintenant on va plus particulièrement aborder donc Sandro Botticelli, et puis plus particulièrement évidemment une œuvre qui est mondialement célèbre, c'est la naissance de Vénus. Alors donc voilà, on la voit apparaître ici sur l'écran, cette naissance de Vénus. Alors donc on constate d'emblée, hein, donc d'emblée tout le monde connaît cette œuvre, mais d'emblée on constate quoi? On constate, on ne peut s'empêcher de constater le nu qui est en plein centre de cette œuvre. Ce nu évidemment était extrêmement inattendu, donc ça annonce le retour du corps féminin, mais idéal donc dans la peinture. Avant donc on pouvait voir le corps féminin nu dans la peinture, mais c'était uniquement des représentations d'Ève, de Ève globalement, hein, et oui, nue effectivement, mais ayant honte de sa nudité, donc étant représentée le dos voûté et vraiment fort honteuse, hein. Donc c'était pas l'idée n'était pas de magnifier le corps féminin, mais ici regardez, il magnifie le corps féminin, hein, donc elle est là dans toute sa nudité impudique offerte aux yeux de l'humanité. Alors donc voilà, il faut encore ajouter que cette œuvre donc est la première œuvre qui a jamais été réalisée sur toile, et elle a été réalisée plus ou moins, on suppose que elle a été réalisée en plus ou moins 1486, et elle est de grandeur nature. Ça veut dire quoi, grandeur nature? Eh bien, ça veut simplement dire que les personnages sont aussi grands que la nature, tels qu'ils sont dans la réalité. Donc elle fait, donc vous imaginez que la toile est assez grande, elle fait 184 cm de haut sur 285 cm et demi de large, voilà. Elle est exposée à la Galerie des Offices à Florence, dans une salle qui est consacrée, totalement consacrée à Botticelli, et dans cette salle donc on a plein d'œuvres de Botticelli, mais évidemment donc la vedette de cette salle c'est cette naissance de Vénus, et cette Vénus donc nue se présentant dans toute cette impudeur, et c'est également la vedette de cette galerie des offices, tellement elle est importante. Alors,
faut savoir que c'est assez sulfureux quand même à l'époque, hein. Représenter cette nudité, cette impudeur comme ça, en plus en taille réelle, c'est assez inattendu. C'est un retour donc dans l'œuvre de cette nudité féminine qui est magnifiée. Mais il y a une dimension extrêmement érotique évidemment là-dedans. Quand on dit que c'est le retour du corps féminin, ça veut dire qu'il faudra quand même attendre encore un bon moment avant qu'on retrouve donc une autre œuvre où on représente donc la femme, donc nue, une femme nue, évidemment, dans l'œuvre. Donc voilà, alors donc cette nudité, donc qui est également caractéristique, donc je ne le répéterai jamais assez, qui est évidemment caractéristique de cette Renaissance et de ce culte du corps. Donc voilà, donc observez également donc qu'il s'agit évidemment d'un thème, puisqu'on a prouvé que c'est bien caractéristique de la Renaissance. La première chose qu'on va faire, c'est observer l'œuvre et on va s'interroger sur le thème de cette œuvre. Elle porte le nom de naissance de Vénus, donc vous imaginez bien qu'il s'agit d'un thème tout à fait mythologique. Et quand on dit thème mythologique, eh bien, il faut déterminer qui sont les personnages de l'œuvre. En effet, il faut savoir que l'homme érudit de l'époque, mais également maintenant, quand il regarde une œuvre comme ça, il devine tout de suite qui est qui. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire du mythe. Et ici, Botticelli représente Vénus, mais Vénus dans le cadre de l'histoire de ce mythe. Vénus, évidemment, c'est le personnage centrale dans toute sa nudité. Vénus, donc déesse de la beauté et déesse de l'amour, donc qui porte le nom d'Aphrodite dans la mythologie grecque. Alors donc, c'est quoi l'histoire de la naissance de Vénus? Alors donc, je vais un petit peu expliquer. Vénus, elle naît de quoi? Eh bien, pour comprendre ça, il faut revenir aux origines de la mythologie. Alors, souvenez-vous, on avait déjà vu ça au début. De tout, il y avait chaos, le chaos. Donc rien n'était organisé. Puis progressivement vont naître des titans, vont émerger des titans, et puis des dieux qui seront leurs enfants. On va globalement aller vers ce qu'on appelle l'harmonie qui va s'opposer progressivement au chaos. Alors donc, revenons au début, hein, donc le chaos, et puis spontanément, comme ça, va émerger donc une divinité qui s'appelle Gaïa. C'est un titan, c'est le titan de la Terre. Elle émerge donc ici, donc c'est dans une version évidemment de la mythologie qu'elle est la première à émerger. Et juste après va émerger donc un autre titan qui s'appelle Ouranos et lui représente, il symbolise le ciel. Alors donc voilà, on a deux entités titanesques, hein, si c'est le cas de le dire. On a d'un côté une entité femelle et de l'autre côté une entité mâle. Et évidemment, ils vont tomber amoureux. Vous pensez bien, donc c'est toujours, on anthropomorphise les émotions de ces titans et de ces dieux. Ils vont tomber amoureux. Ils sont tellement amoureux qu'ils vont faire l'amour. Ils vont faire l'amour tout le temps. Ils vont être collés l'un à l'autre tout le temps. Gaïa et Ouranos. Et bon, ils vont tellement faire l'amour qu'évidemment, donc des enfants vont naître de leurs amours. Cependant, ben, comme le papa est toujours sur la maman, voire même, on peut dire, à l'intérieur de la maman, donc c'est imagé. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les enfants ne peuvent pas sortir. Ils n'ont pas d'espace. Ils ont besoin d'espace pour pouvoir sortir. Alors voilà, donc je vais illustrer ça dans un petit arbre généalogique que j'ai prévu donc pour vous. Donc voilà, hein, on a donc le premier titan qui va émerger, c'est Gaïa, la terre-mère. Ensuite on a Ouranos, donc le ciel. Ici il est écrit Uranus, mais bon c'est bien Ouranos, le ciel, et ils vont avoir 6 enfants. 6 enfants. Vous le voyez, donc Atlas, Océan, Rhea, Chronos, Épiméthée et Prométhée. Prométhée, vous en avez sans doute déjà entendu parler, en tout cas vous connaissez le nom. Il est en lien direct avec Épiméthée, ce sont 2 frères jumeaux, mais bon, ils sont très différents. Et leur histoire raconte la naissance de l'homme et de l'humanité. Mais ce n'est pas le sujet ici, donc je vais continuer à me pencher donc sur cette réalité. Et ils sont enfermés dans le ventre de Gaïa, puisque Ouranos ne veut pas sortir, ils n'ont pas d'espace. Et à un moment donné, il y a le plus jeune, hein, donc des enfants, qui s'appelle Chronos, tout le monde le connaît bien, Chronos qui, il n'en peut plus, et il décide de sortir, donc ça veut dire, il s'oppose à son père. C'est l'éternel conflit de génération, évidemment, qu'on retrouve ici. Et pour pouvoir sortir, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, paf, il va émasculer son père. Vous voyez ce que veut dire émasculer? Pouf,
il lui coupe les organes de la génération. Évidemment, Chronos, il va sortir. Hein. Et en sortiront, ces enfants se dépêchent de sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont enfin l'espace pour vivre. Cet espace créé entre la terre et le ciel. Ce qui va permettre également à l'homme d'émerger, d'avoir cet espace pour vivre, c'est nécessaire. Mais dès que les enfants sortent donc du ventre de la mère, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le règne de Chronos. C'est le règne du temps qui passe. C'est le règne de la temporalité. On comprend bien ça. Donc voilà, et Aphrodite dans tout ça, me direz-vous. Eh bien, Aphrodite, elle naît de quoi? Eh bien, quand Chronos décide d'émasculer son père, qui sortit une goutte de sang, en tout cas, dit-on, hein, de sang, hein, vient féconder l'océan. Et de l'écume va naître Athéna. Aphrodite plutôt, hein, donc Vénus, hein, de cette goutte de sang d'Ouranos. Donc elle va naître de l'écume, on va la retrouver ici, et c'est bien l'histoire qu'on raconte. Alors de cette écume, on la représente sur l'eau, mais sur un coquillage évidemment. Et observez, il y a un personnage qui souffle sur Vénus et qui la pousse vers les terres où l'accueille donc une dame, hein, donc, qui lui offre un manteau pourpre pour probablement cacher sa nudité. Bien, alors qui sont ces personnages? Eh bien, ils sont également dans le mythe officiel donc, de la naissance de Vénus. Lorsque Vénus naît, eh bien, on a un personnage qui s'appelle Zéphyr. Donc c'est le doux vent d'ouest. C'est une brise comme ça, légère, on l'a déjà vu dans le poème de Lamartine. C'est le doux vent d'ouest qui souffle une brise sur Vénus et la pousse vers les terres de Chypre. Donc dans la mythologie, c'est Chypre. Et elle va être accueillie donc, par ce personnage féminin dont on parlera après. Zéphyr, évidemment, il est représenté ici. Il est représenté ici donc, en compagnie de son épouse qui s'appelle Chloris. Et c'est la divinité des fleurs. Alors évidemment, c'est son épouse. On sait que la mythologie n'est pas extrêmement romantique. En effet, Zéphyr, donc avant d'épouser Chloris, évidemment, abuse d'elle, donc la viole, et puis l'épouse, évidemment. Elle est souvent représentée en compagnie de notre dieu joufflu. Je dis dieu joufflu parce que regardez, observez un petit peu. Donc ses joues sont gonflées. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'il est en train de souffler vers Vénus. Donc ça c'est important quand même, hein, donc retenez-le bien, c'est le Zéphyr. Alors Chloris, elle est symbolisée évidemment par, regardez, les roses qui flottent et qui sont en plein mouvement, donc ça indique qu'il s'agit bien de Chloris. Enfin, donc on va observer qui est le dernier personnage. Et bien ce dernier personnage, ce sont les heures. Donc ce sont les heures dans le mythe, ce sont les heures qui accueillent Vénus, donc sur les côtes de Chypre. Mais alors, les heures, c'est quelle heure? Est-ce que c'est l'automne, l'hiver, le printemps, l'été? Disons déjà d'emblée, je pense que je l'ai déjà dit, mais disons déjà d'emblée que le grec ne connaît que 3 saisons. Il connaît le printemps, il connaît l'été, et il ne distingue pas l'automne et l'hiver. Donc, quelle heure ça pourrait être? Eh bien, tout simplement, c'est l'heure du printemps. C'est indiqué par quoi? C'est indiqué par les éléments végétaux et floraux imprimés sur les drapés donc, de ce personnage et du drapé que le personnage porte également, mais également les bijoux donc, qui ornent son cou, ici, qui sont des éléments végétaux. Et tous ces éléments végétaux ramènent à quoi? Ramènent au maïs, ramènent à la vigne, ramènent au lapis lazuli, ramènent à des bleuets, hein, et donc ramènent à un ensemble d'éléments qui indiquent qu'il s'agit de la naissance, de la renaissance de la vie, donc c'est sans aucun doute l'heure du printemps. Donc la saison du printemps.
Observons également donc cette idée de printemps est renforcée par la présence de ce zéphyr donc qui annonce également le printemps puisqu'il s'agit d'une brise légère et tiède, donc ça annonce le retour du beau temps. Et Chloris, donc si c'était pas assez, est également là pour représenter ce printemps avec les roses qui volent au vent. Les heures ici, donc, de tous ces éléments qui symbolisent les heures dans l'œuvre, ça arrive régulièrement, on retrouve ça régulièrement, eh bien, on appelle ça une allégorie. Alors, une allégorie, il n'est pas question d'expliquer exactement ce qu'est une allégorie, mais il y a une autre vidéo qui l'explique que je vous invite évidemment à consulter pour comprendre ce qu'est une allégorie. Alors donc, une fois qu'on a terminé donc de prouver donc qui sont ces personnages et donc prouver que le thème est bien mythologique, donc on s'interroge de nouveau, tiens, qu'est-ce qui nous indique que c'est bien une œuvre de la Renaissance? Donc ici maintenant, on a la nudité d'un côté, on a donc le thème de l'autre qui sont bien caractéristiques de cette Renaissance. Qu'en est-il de la dernière question, les techniques? Observons les techniques quelque peu. On a deux catégories, souvenez-vous, de techniques qui visent tout à approcher la réalité. D'un côté, donc, l'idée de donner l'illusion de la profondeur, et puis d'autres techniques donc, qui n'ont pas le même objectif et qui ne s'appliquent pas que à la peinture, mais également à la sculpture, mais il n'est pas question de le dire ici, puisque nous l'avons déjà vu. Alors, on peut parler de la profondeur, on peut parler de la perspective linéaire, oui, c'est vrai. Regardez donc les côtes, ça se voit particulièrement sur les côtes, dans le fond, donc c'est plus petit, plus c'est loin, plus c'est petit. On peut également parler de perspective atmosphérique chromatique, regardez, donc le fond est légèrement plus flou, en tout cas la Terre au fond est légèrement plus floue que les à l'avant. On peut également parler de raccourcis, notamment observer le raccourci sur la jambe, donc sur la jambe droite de Vénus légèrement pliée. On pourrait en parler, mais admettons quand même que ces éléments techniques ne sont pas révélatrices réellement ici dans cette œuvre d'art. Il y a d'autres œuvres où la perspective linéaire est beaucoup plus évidente, où la perspective atmosphérique chromatique est également beaucoup plus évidente et vaut vraiment la peine de faire l'objet d'un discours. Bien. Ici, c'est pas si important que ça, le clair-obscur non plus. Ah oui, on pourrait dire que le personnage des heures est représenté sur un fond sombre, on pourrait parler des volumes qui sont présents également dans cette œuvre. Alors donc, on va devoir donc s'occuper d'autres techniques. Est-ce qu'on peut parler du sfumato? Ah, on peut parler du sfumato également. Mais souvenez-vous, donc, quand on a analysé donc cette technique du sfumato, on avait illustré ça par une œuvre de Léonard de Vinci, la Joconde, qu'on avait opposée directement à cette œuvre de Botticelli, la naissance de Vénus. Donc le sfumato, oui, il est réalisé, mais il est évidemment moins impressionnant, moins spectaculaire que le sfumato qu'on peut retrouver donc dans l'œuvre de Léonard de Vinci, la Joconde. Non, on va plutôt s'arrêter à cette fameuse technique qu'on appelle donner l'illusion de la vie en figeant les personnages en plein mouvement. Ici, on voit bien donc que notre Vénus est en plein mouvement. D'ailleurs, elle a une pose qu'on appelle typiquement, donc c'est une pose classique de la statuaire de l'Antiquité, qu'on appelle le contrapposto. Donc voilà, elle est déjà légèrement en mouvement. On voit bien donc que tous les personnages sont en mouvement, tous les éléments du tableau sont en mouvement. On voit l'eau qui est en mouvement, on voit les cheveux, on voit les drapés, on voit les fleurs également, donc qui sont en mouvement, qui flottent dans l'air. Donc il y a beaucoup de mouvements qui est imprimé dans cette toile et c'était évidemment la volonté de Botticelli de donner l'illusion de la vie en donnant du mouvement à l'œuvre. Mais plus particulièrement, observons quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait là? Ce zéphyr, en dehors de rappeler donc cet élément de la mythologie. Eh bien, à l'époque, donc à Florence, donc à l'époque de Botticelli, il a un contemporain qui s'appelle Alberti. Alberti qui est un genre d'historien de l'art qui va écrire un livre qui s'appelle De la peinture, la pintura. De la peinture, et dans ce livre, il donne des conseils aux peintres pour approcher la réalité dans leur travail de représentation
du monde. Et alors, je vais lire maintenant donc deux passages de l'œuvre d'Alberti et observez bien l'œuvre ici que vous avez devant vous, donc la naissance de Vénus, et essayez de déterminer, de repérer les éléments dont parle Alberti. Livre dont avait connaissance Botticelli, évidemment. Hein. Donc il conseillait aux peintres de mettre dans leur tableau un zéphyr soufflant, afin que les habits pris par le vent flottent gracieusement dans l'air. Vous observez, hein? Donc c'est les drapés, les vêtements qui flottent gracieusement dans l'air. Alors je continue, je lis la deuxième citation. Elle, la chevelure, il parle de la chevelure des personnages. La chevelure, dit-il, doit former des tourbillons comme si elle voulait se nouer ou onduler dans l'air, tels des flammes ou des serpents qui s'entrelacent. Alors observez ici la chevelure de Vénus. Former des tourbillons comme si la chevelure voulait se nouer ou onduler dans l'air, tels des flammes ou des serpents qui s'entrelacent. C'est exactement ça. Hein. Quand on regarde les drapés, quand on regarde les drapés qui sont pris par le vent et qui flottent gracieusement dans l'air, on a exactement ce cas d'école ici. Effectivement, donc on dirait bien que Botticelli a appliqué ce conseil à la lettre, d'autant plus. C'est formidable à l'époque, hein. Donc c'est sensationnel, donc tout ce mouvement. Hein. Mais observons quand même, donc le mouvement dans les drapés et dans la chevelure est impressionnant, il est très très bien réalisé, et il est important. Mais regardez un petit peu l'eau. Oui, il met du mouvement dans l'eau, on voit hein, les vaguelettes. Mais il s'avère néanmoins que ce mouvement dans l'eau est moins impressionnant. Il est probable que Alberti n'avait pas écrit sur la manière de traiter l'eau pour donner l'illusion de la vie, mais on voit quand même que Botticelli l'essaye, mais voilà, c'est moins bien réalisé. C'est bien concentré sur la chevelure et sur les drapés. Observez d'ailleurs les arbres également à l'arrière, ils n'ont pas l'air d'être agités par le vent non plus. Hein. Donc par contre les roses là, ce qui flotte dans l'air, là c'est vraiment pas mal réalisé. Mais voilà, donc c'est formidable. Donc il imprime ce mouvement à l'œuvre et particulièrement dans les chevelures ou la chevelure de Vénus et les drapés. Dernière technique qu'on va aborder évidemment, ce sont les proportions, les canons de la beauté, hein, donc qui ont fait l'objet d'une étude de Botticelli quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'on observe hein, globalement les proportions sont vraiment bien respectées, les proportions donc, du corps humain sont bien respectées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques erreurs, hein, mais ne focalisons pas notre attention là-dessus. Hein. Il a respecté ces règles. Par exemple, il y avait une règle à l'époque, hein, donc qui était souvent respectée par les artistes, c'est la distance qu'il y a entre les mamelons doit être égale à la distance qu'il y a entre chaque mamelon et le nombril. Donc ça doit former un triangle équilatéral, c'est comme ça qu'on appelle ça, ça fait longtemps. Hein. Là, c'est vraiment, donc encore mes études primaires, ouais, c'est équilatéral, hein, donc à ce moment-là. Donc voilà, ça doit former un triangle équilatéral, donc c'est respecté. Mais plus particulièrement, observez, on va faire un zoom sur le visage de notre Vénus. Alors donc, quand on parle d'un beau visage aux proportions parfaites, on dit un visage à la Botticelli. On le dit encore aujourd'hui, je ne dis pas que vous le dites, hein, mais on le dit encore aujourd'hui. Un visage à la Botticelli. Pourquoi? Eh bien, c'est que on considère que les visages donc composés par Botticelli sont des visages qui représentent la beauté idéale. Ça veut dire qu'il a utilisé les canons de la beauté pour constituer un visage, le visage d'une personne qui n'existe pas. Alors, on dit ça d'un côté, d'un autre côté, on dit qu'il s'agirait ici de Simonetta Vespucci, la plus belle femme de Florence à l'époque. C'est pas attesté, c'est pas prouvé. Il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on observe l'ensemble des personnages féminins dans l'œuvre de Botticelli, eh bien, étrangement, ces visages se
ressemblent. On dirait des sœurs, sinon des jumelles. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que Simona Vespucci a été donc le modèle préféré de Botticelli, qu'il a utilisé que son visage à elle pour constituer l'ensemble de son œuvre? On peut se permettre d'en douter. En tout cas, il y a une chose, c'est que c'est resté un référent dans l'histoire de l'art, c'est resté un référent comme l'idéal de la beauté féminine, en tout cas du côté du visage. Voilà, donc je pense que j'ai été complet donc, sur cette œuvre ici de la naissance de Vénus. Alors, il a évidemment réalisé beaucoup d'autres œuvres, hein, Botticelli, mais bon, nous, on focalise sur cette Vénus. Alors, Vénus a fait évidemment donc, l'objet d'un genre de culte, hein, donc des peintres et des artistes et de l'Antiquité, évidemment, puisqu'elle est la déesse de la beauté, et de l'artiste de la Renaissance. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui va être régulièrement traité dans la peinture de la Renaissance. Et ceci, les diverses Vénus, une analyse de cette diverses Vénus dans la peinture de la Renaissance constituera l'objet de cette prochaine capsule. Voilà, je vous laisse, à la prochaine.